Bienvenue à tous dans Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Denise Poté de TV5 Monde, Sabine Sessou du site d'info en ligne rue89.com et puis Valentin Odonou d'Enjeux africains. Et c'est autour de 3 sujets cette semaine. L'Égypte, avec cette mort de Boutros Boutros-Ghali à l'âge de 93 ans. Il a été inhumé hier jeudi au Caire. L'ancien chef de la diplomatie égyptienne a aussi été secrétaire général de l'ONU, puis de la francophonie. La RDC avec un nouvel avertissement au président Joseph Kabila, sous forme de ville morte. C'était ce mardi. Et c'était pour exiger le respect du calendrier électoral et de la Constitution. Et puis l'Afrique du Sud, où le président Jacob Zuma est de nouveau sous le feu des critiques sur fond de soupçons de corruption. On évoque d'abord ce décès donc au Caire du diplomate égyptien Boutros Boutros-Ghali à l'âge de 93 ans, décès annoncé mardi par l'ONU. Le sujet est présenté par Mathieu Vandrolis. En mai dernier, à 92 ans, Boutros Boutros-Ghali est sur le plateau de TV5 Monde. Ce jour-là, celui qui a dirigé les Nations Unies de 1992 à 1996 déplore la crise qui frappe l'institution internationale. Le renouveau, c'est très simple. Au moment où il a été créé, il n'y avait qu'un seul acteur, qui était l'État. Et il n'y avait que 50 États. Aujourd'hui, il y a d'abord 200 États. Et il y a des nouveaux acteurs non étatiques qui sont plus importants que les États. Certainement. Mais avant l'ONU, c'est son pays qui l'a représenté. Boutros Boutros-Ghali est issu d'une grande famille copte du Caire. Aux côtés du président Sadat, il incarnera la diplomatie égyptienne. En 1977, il est ainsi de l'historique voyage à Jérusalem, puis participe aux négociations de paix qui amèneront le traité israélo-égyptien signé à Washington en 1979. Ces années à l'ONU l'amèneront néanmoins à toucher les limites de l'organisation internationale. Elle ne pourra rien ou pas grand-chose pendant le génocide rwandais ou les guerres en ex-Yougoslavie. En 1997, après l'ONU, une troisième vie commence pour Boutros Boutros-Ghali. Il est nommé secrétaire général de la francophonie, cette institution destinée à regrouper les États ayant le français en partage. Il aborde alors son nouveau rôle avec ambition et met à l'agenda de nouvelles missions, droits de l'homme, francophonie politique et économique. À New York, l'actuel secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a rendu hommage, a-t-il dit, à l'intelligence et à l'expérience de Boutros Boutros-Ghali. Le Conseil de sécurité a respecté une minute de silence. Voilà, Boutros Boutros-Ghali, qui vivait, Denise, entre Paris et le Caire. Ces dernières années, s'est finalement éteint au pied des pyramides, chez lui en Égypte. L'annonce de son décès a donc été faite par le secrétariat général de l'ONU, car le diplomate égyptien, après 14 ans passés à la tête des affaires étrangères de son pays, a été secrétaire général de l'ONU entre 1992 et 1996. Le premier Africain, dit-on, à occuper ces fonctions. Alors, il ne fera qu'un seul mandat parce que Boutros-Ghali a défié cette administration américaine de Bill Clinton. Il a osé résister, en tout cas, à cette hyper-influence des États-Unis sur la marche des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est vrai parce que son mandat et son unique mandat à la tête de l'ONU a été marqué par 3 crises. La crise des Balkans, le génocide rwandais. Il avait alerté toute la communauté internationale qui ne l'a pas suivi. Il a été le premier à employer le terme de génocide. Et puis il y a également l'opération Restore Hope en Somalie en 93. En 93. Mais comme vous le rappeliez, c'était un grand diplomate. Les accords de Camp David, c'est lui, c'est à son initiative que Sadat les signe. L'entrée de l'Égypte au sein de la francophonie dès 83, c'est aussi à son initiative. C'était un vrai francophone. Et c'est lui qui, dès 97, au sommet d'Hanoï, au sommet de la francophonie à Hanoï, incarne la dimension politique de la francophonie qui jusque-là était une institution culturelle. Alors vous l'avez dit, son mandat a été jalonné, son unique mandat à la tête de l'ONU a été jalonné par les grandes boucheries de la fin du siècle dernier, la Bosnie, la Somalie, le Rwanda. Mais pour autant, il a voulu tout de même un deuxième mandat. C'était étonnant, comme si au fond, il voulait exprimer là qu'il n'avait eu peut-être aucune responsabilité dans cette crise. Mais il l'a regretté.
regretté. Non, c'est pas qu'il n'avait pas de responsabilité, mais on l'a pas suivi. Et il a regretté. D'ailleurs, il a dit, je présente mes excuses parce que c'est un échec. Et c'est vrai, il aurait souhaité avoir un second mandat, mais les États-Unis, et notamment Madeleine Albright, s'y opposaient. Voilà. Donc, Sabine Sessou, Boutros-Ghali, grand diplomate, et avant cela d'ailleurs universitaire, spécialisé en relations internationales, donc un architecte véritablement, un théoricien aussi de la politique internationale. Pour autant, effectivement, son mandat, encore une fois, a été marqué par le malheur. Et alors, avec quand même une grande part de responsabilité, finalement, du P5, c'est-à-dire des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment les États-Unis. Je pense qu'il faut reconnaître que Boutros-Ghali a eu affaire à des crises un peu sans précédent dans l'histoire de la fin du siècle. Et il a surtout été confronté aux limites de la fonction qu'il occupait. C'est-à-dire qu'un secrétaire général des Nations Unies, est-ce qu'il peut vraiment quelque chose face à des grandes puissances qui font la loi aux Nations Unies et qui, en plus, comme les États-Unis, ont toujours eu un doute sur le mandat des Nations Unies. Voilà les obstacles rencontrés par Boutros Valentin donc pendant son mandat, notamment ces algarades terribles avec Madeleine Albright qui représentait les États-Unis auprès de l'ONU puis qui ensuite deviendra la secrétaire d'État de Bill Clinton. Oui, mais comme vient de le dire Sabine, on se rend compte que l'ONU, c'est d'abord le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité, ce sont les grandes puissances, c'est surtout les États-Unis qui pèsent très lourd. Et quand vous défiez les États-Unis, vous n'avez pas beaucoup de chances de rester très longtemps à la tête de l'ONU. Et en plus, les Américains le trouvaient un peu trop francophile, qu'il s'alignait un peu trop proche de la France. Trop proche de la France. Donc ça, c'était une sorte de casus belli un peu pour Bill Clinton, qui effectivement l'a éjecté de façon vraiment... Oui, lui, Boutros-Ghali disait, lorsqu'il rencontrait un président américain, il disait yes et non yes sir. Le fait de ne pas dire sir faisait qu'il était détesté par cette superpuissance. Alors, cela dit, ensuite, il a eu une deuxième vie, si je puis dire, sur le plan international après l'ONU. Denise, il a été nommé à la tête de la francophonie, secrétaire général de la francophonie en 1997 au sommet d'Hanoï, oui. Et c'est là que la francophonie prend ce virage politique et Boutros-Ghali l'a incarné jusqu'en 2002 au moment de la... Il a été un grand réformateur de l'institution, tout à fait. Et Sabine, effectivement, on parle beaucoup de cet héritage. Finalement, il a donné une dimension à la fois politique et puis aussi une attention plus accrue aux problèmes de droits de l'homme, etc. Donc, de réformes tout de même qui ont donné une certaine dimension mondiale peut-être à la francophonie, non ? Oui, je pense, mais Boutros-Ghali fait partie de ces responsables africains qui ont ce charisme et cette vision, ce sens stratégique du monde dans lequel il vivait. Et je crois que donner un sens politique à la francophonie, ça a été son œuvre, c'est son héritage. Abdou Diouf l'a porté assez haut, même si Abdou Diouf a plutôt pratiqué une diplomatie des coulisses, mais est assez centrée sur l'Afrique, mais de manière justifiée, avec des missions de médiation, etc. Mais je pense que l'OIF doit beaucoup à Boutros-Ghali et devrait réfléchir aujourd'hui à cet héritage, parce qu'on n'a pas l'impression que l'OIF soit à la hauteur des enjeux, notamment au Burundi. Oui, Valentin. Oui, l'héritage de Boutros-Ghali. Effectivement, Boutros-Ghali a donné un visage à l'OIF parce qu'avant, l'OIF, c'était une sorte de machin qu'on ne connaissait pas très bien. C'était une agence. C'est devenu une organisation internationale. Effectivement, il a donné un visage, il en a fait un truc politique. Effectivement, il a donné un contenu politique à l'OIF et à partir de là, contenu politique que Abdou Diouf, effectivement, a prolongé. Mais je voulais dire que, justement, en le nommant, parce qu'il est devenu secrétaire général de l'OIF par la volonté de Jacques Chirac. Et je veux dire que, justement, et ça donne quelque peu raison un peu aux Américains qui disaient, voilà, ce monsieur, il était là pour servir la France. Et bon, cela dit, il a fait du bon travail et il faut lui reconnaître... Voilà, Boutros-Ghali, inhumé donc hier, jeudi, au Caire, après son décès survenu au début de cette semaine Afrique Presse sur RFI TV 5 Monde. Et l'on passe à notre deuxième sujet à propos de cette journée, ville morte du 16 février, donc au Congo-Kinshasa, un sujet de la rédaction de TV5 Monde. Opération Ville morte, plutôt réussie. Dès les premières heures, l'appel à la grève générale fait son effet.
La capitale congolaise est sous anesthésie, avec une circulation anormalement fluide, guérie des embouteillages chroniques. Magasins et boutiques fermés, marchés aux étals vides, écoles désertées par les élèves. Ambiance de jour férié, mais le message est politique. Nous sommes dans un État soi-disant démocratique, mais il n'y a pas la démocratie au Congo. Je ne sais pas, les autorités prennent le pouvoir pour eux-mêmes. En réaction, les autorités congolaises interdisent toute manifestation et ordre a été donné aux fonctionnaires d'aller au travail sous peine de sanctions. Car à l'initiative de cette grève se trouve une coalition de partis d'opposition et d'organisations de la société civile. Tous craignent que le président Kabila, au pouvoir depuis 2001, ne brigue un troisième mandat, ce que lui interdit la Constitution. Cette journée ville morte, c'est un avertissement. C'est un référendum qui n'a pas dit son nom. Aujourd'hui, pas de casse, à part quelques arrestations à déplorer. Le peuple est resté à la maison, mais pas cloîtré dans la maison, devant les maisons, en train de voir finalement comment on défie le pouvoir. Le président Kabila achève son mandat en décembre, mais il pourrait bien jouer des prolongations dans le cadre d'un dialogue national qu'il appelle de ses vœux, une perspective inacceptable pour l'opposition. Voilà, un sujet donc de Philippe Randriana Rimanan de TV5 Monde. Alors, cette journée ville morte au Congo-Kinshasa, Denise, a eu lieu à l'appel de plusieurs plateformes de la société civile, avec le soutien de ténors de l'opposition. On a vu Vital Kamerhe dans le sujet, on l'a entendu. Il y avait aussi le soutien de Étienne Tshisekedi, initiative suivie dans les grandes villes du pays. Et donc, c'était pour exiger le respect à la fois du calendrier électoral et puis surtout de cette constitution. L'ONU évoque d'ailleurs une trentaine d'arrestations, même s'il n'y a pas eu de manifestation, bien que les autorités congolaises démentent. Alors on est face à un nouvel avertissement, a-t-on dit, sans frais ou presque, au président Joseph Kabila, lequel demeure toujours muet sur ses intentions, alors que son appel au dialogue national demeure quasiment inaudible. Oui, c'est vrai que face au mutisme dans lequel il se terre depuis le mois de juin, l'opposition et la société civile n'avaient pas d'autre choix que de manifester. Parce que les articles à la fois 70 qui disent que le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable qu'une seule fois, et l'article 220 qui stipule que la durée et le nombre de mandats ne peuvent être en aucun cas faire l'objet d'une révision constitutionnelle sont clairs. Et c'est sur cette base-là que l'opposition, la société civile, mais même des mouvements comme Filimbi et même la conférence épiscopale du Congo se basent pour justement résister à cette proposition de glissement et de calendrier électoral et de dialogue national soutenu par le patriarche de l'opposition qui est Joseph Tshisekedi. Alors cette stratégie apparente du JC-JRS de Joseph Kabila repose sur justement le gel quasiment du calendrier électoral, ce qui veut dire que peut-être que ces élections, cette présidentielle, pourront avoir lieu au calendrier grec, pourquoi pas 2 ans après, 3 ans après. Et évidemment, ça plonge le pays à la fois à l'arrêt politique et puis c'est susceptible de dégénérer. Oui, il y a un terme très inquiétant qui est utilisé au Congo en ce moment et c'est le terme glissement. C'est-à-dire qu'il y aurait un glissement du calendrier électoral, mais aussi un dérapage plus ou moins contrôlé vers l'inconnu, on ne sait pas quoi. Et c'est très inquiétant parce que le recours à la force paraît tentant. On voit bien les réactions des autorités, même à une journée ville morte. Ils arrivent à arrêter des gens qui ne manifestent pas, à mettre sous scellé des magasins juste parce qu'ils sont fermés. Donc on voit bien qu'il y a une tentation de la violence. À faire peur aux fonctionnaires sur les salaires, oui. sur les... C'est très inquiétant, pas seulement pour le Congo, parce que c'est un peu l'avenir de la démocratie africaine qui se joue dans ce pays. On est à un point charnière de tant d'années de crise. On a négocié des accords de paix très douloureux à Sun City en 2002. Il y a une constitution qui a été votée et qui est toute récente, comme au Burundi. Et on a vu au Burundi ce que ça a donné. Il y a eu un président qui s'est imposé pour un 3e mandat non constitutionnel, sous prétexte de ceci ou cela, et le pays est en train de glisser lui aussi, alors là pour le coup c'est un vrai glissement, vers un chaos indescriptible, une guerre, voire peut-être un nouveau génocide. Et tout ça aux frontières du Congo, avec un impact direct sur la politique congolaise. Donc c'est quand même très inquiétant, et si Kabila était raisonnable, je pense qu'il pourrait considérer qu'on est à une époque, en 2016,
où en Afrique, il faut savoir partir, il faut savoir prendre sa retraite, même quand on a 45 ans ou 44 ans. Surtout quand on sait dans les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir. C'est au Voilà. lendemain de la mort de son père, Valentin, et voilà, on l'a nommé comme ça, ex nihilo, chef d'État, tout simplement parce que c'était le fils de... Mais je me demande s'il ne fait pas le pari d'un éclatement de l'opposition, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, pour l'instant, l'opposition paraît unie, mais on sait que au fond, il va y avoir une bagarre pour le leadership de l'opposition. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, moi j'ai rencontré par exemple il y a pas longtemps Vital Kamerhe à Paris. Pour l'instant, ses relations sont bonnes avec Moïse Katumbi, mais... Non mais d'accord, on peut comprendre la stratégie oui, de diviser. Ils s'entendent sur une chose, Oui, non à un troisième mandat. Non à un troisième mandat. Non, je veux dire quand même, que le régime en place, je me demande s'il ne parie pas sur un éclatement de l'opposition. Mais le régime parie aussi implicitement sur le chaos, parce qu'on a entendu dire que sans le dialogue national appelé par Joseph Kabila, ce sera le chaos. Or, l'opposition n'en veut pas. En tout cas, les principaux partis de l'opposition n'en veulent pas. Non, mais je pense que le régime parie à terme sur un éclatement de l'opposition. Et on sait que dans l'opposition, il y a pour l'instant, l'opposition est unie. Ce serait peut-être le scénario le plus soft. C'est un pari qui se comprend compte tenu de l'histoire du Congo et de son opposition, puisqu'elle a été structurellement faible. Et des moyens qu'on peut mettre pour diviser. Voilà, des moyens et surtout du fait que se pose à la tête du principal parti d'opposition exactement le même problème qu'à la tête de tous ces États africains où personne ne veut partir. Quand Étienne Tshisekedi va-t-il céder la place? Aujourd'hui, c'est plus son fils qui gère le parti. Son fils et sa femme. Oui, mais il reste leader. Et Sabine n'a pas peut-être totalement tort. On voit la guerre des chefs en Guinée-Conakry au niveau de l'opposition. Oui, mais physiquement, Étienne Tshisekedi ne peut plus gérer ce parti. Il est fatigué. En tout cas, il y a un problème d'usure au sein de l'opposition congolaise. Et le fait que le renouvellement des élites politiques, qui donne de l'espoir à tout le reste du continent, encore une fois, se passe au Congo envers et contre tout avec l'émergence de Katumbi. On peut penser ce qu'on veut de Katumbi, mais ce monsieur, il est populaire, il a un bilan, il a des moyens, il a une ambition, il est intelligent, il peut avoir une équipe. Et s'il est suffisamment malin et que les autres aussi le suivent, je pense qu'il y a un espoir pour le Congo. Alors, une dernière chose quand même, non pas à la décharge de Joseph Kabila, mais pour jouer les avocats du diable, après Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, après Kagame au Rwanda et puis Pierre Nkurunziza au Burundi, ils ont tous fait sauter ce verrou de la limitation des mandats. Ils vont rester au pouvoir aujourd'hui ou demain. Alors pourquoi pas Joseph Kabila, somme toute? Et moyennant quoi, d'ailleurs, Kinshasa dit que ce n'est pas à la France de dicter la manière de respecter ou non l'histoire du Congo, comme le rappelaient Valentin et Sabine, n'est pas la même que celle du Rwanda ou du Congo-Brazzaville. Et puis, il y a aussi un fait nouveau aujourd'hui dans cette lecture politique congolaise, c'est que le 21 mars, Jean-Pierre Bemba, qui était le rival de Joseph Kabila à l'élection de 2006, et qui a été escamoté, qui a été chassé et conduit à La Haye. Oui. On sait pourquoi, parce que la communauté internationale à l'époque, notamment la France et la Belgique, soutenaient Joseph Kabila. C'était le mauvais cheval, voilà. Pourrait être libéré le 21 mars. Et ça changera totalement la donne sur l'échiquier politique congolais. Affaire à suivre. On en vient au dernier sujet de cette édition d'Afrique Presse. Le président sud-africain Jacob Zuma, Denise, de nouveau sous le feu des critiques, disait-on, est toujours au centre de cette bronca à la fois médiatique et politique. L'argent, notamment son train de vie dispendieux. On l'accuse d'avoir puisé dans les deniers publics pour financer notamment ce domaine où il rassemble ses femmes au KwaZulu Natal. On lui reproche ses accointances douteuses avec de riches familles. Bref, et ses détracteurs les plus déterminés, donc, ce sont ces élus du parti populiste de Malema avec leur accoutrement rouge, là, de diablotin, et qui le harcèlent réellement au Parlement du Cap de Denise. Oui, parce que Zuma a commis deux fautes. La première, c'est de s'être servi des deniers de l'État pour faire des travaux dans la villa d'une de ses nombreuses épouses. Et puis la seconde, c'est d'avoir refusé de reconnaître l'autorité d'une institution quand même de la République. Face à cela... L'affaire El Béchir. Voilà, donc Julius Malema et le reste de l'opposition ne pouvaient que l'acculer.
Bon, Sabine pour le costume rouge des C'est C'est un béret rouge. hein, sur- Non, ils sont tous habillés de rouge. Il faudrait- Un béret solidaire, faudrait Sabine. expliquer que c'est le costume des Red Ants, qu'on appelle les fourmis rouges en Afrique du Sud. C'est les employés des municipalités qui font des évictions dans les bidonvilles pour reconstruire en dur après. Donc eux, ils veulent évincer D'accord. Jacob Zuma. C'est pour ça qu'ils sont habillés en rouge. C'est les Red Ants. Bon. Pour être plus sérieux, je pense que l'histoire de Jacob Zuma, c'est une longue dégringolade vers le grand n'importe quoi en Afrique du Sud. On se demande même s'il va pouvoir terminer son mandat. Et il faut faire très attention à ce qui va se passer parce qu'en 2017, c'est-à-dire l'an prochain, il y a une conférence très importante de l'ANC qui va décider de la succession de Zuma. Qui va arriver après? Et il se peut que, comme en 2008, lors de la conférence de l'ANC qui avait demandé à Thabo Mbeki de s'en aller, Thabo Mbeki, voilà. Ouais. il se peut que son propre parti lui dise « Écoute, Jacob, ça suffit. Maintenant, s'il te plaît, tu t'en vas et on va se remettre à diriger ce pays de manière un peu plus sérieuse. » Parce que, juste parce que pour Mais est-ce plaire- que la question est vraiment posée? Est-ce que cette question Oui, est posée elle est posée. aujourd'hui Oui, dans au les sein de instances? l'ANC, elle est plus que posée parce qu'elle se pose depuis à peu près le début du premier mandat de Jacob Zuma. Il n'a pas arrêté de faire des erreurs. Et là, je pense qu'au sein même de l'ANC, on atteint une sorte de ras-le-bol un peu historique. Et l'ANC, c'est une machine politique sophistiquée Donc qui on peut marche. imaginer une interruption de mandat comme Tout à avec fait. Thabo Mbeki. Tout à fait, d'autant plus Valentin qu'il se bat pour imposer une succession dynastique dont les Sud-Africains ne veulent pas, Absolument. avec Nkosazana Dlamini Zuma comme Son ex-femme. comme dauphin, Ouais, ex-femme de alors que Zuma. Cyril Ramaphosa est tout à fait capable de diriger le pays. Oui, mais avec il a- Cyril Ramaphosa, il y a quand même l'histoire de Marikana. Non, mais c'est qui une pèse fausse sur lui. histoire. Oui. Qui pèse sur lui. Bon. C'est une fausse histoire parce qu'il a juste envoyé un mail pour dire à la direction de cette mine où 2 policiers s'étaient fait quand même découper en rondelles 2 jours avant qu'il fallait être ferme. C'est ça. Euh, Donc, il a donc c'est peut-être été tout. débordé. C'est tout ce qu'il y a contre En tout cas, Cyril c'est Ramaphosa. Marikana, c'est ce massacre. je dis- Revenons quand même à ces dérives, entre guillemets, que l'on prête à Jacob Zuma. Comment l'ANC l'a reconduit finalement pour un deuxième mandat, alors que ces turpitudes finalement avaient été dénoncées dès le premier mandat? Ben, parce que si il tenait le parti, hein, il avait des gens haut placés dans le parti qui le Avec soutenaient- notamment qui le Julius soutenaient. Malema qui dirigeait Voilà. la jeunesse. À l'époque, Absolument. effectivement, avant le Julius divorce, Malema avant le divorce. a été l'un de ses soutiens pendant longtemps, jusqu'à leur rupture. Donc, il tenait le parti. Et puis, il ne faut pas oublier quand même qu'il a aussi des... C'est un homme, disons, il a des... Politiquement, il n'est pas stupide, hein, Zuma. Zuma, c'est un charmeur, c'est un beau parleur, c'est un hableur. Et puis, il sait tenir les gens Est-ce que C'est ça le problème de Voilà. Zuma. Est-ce que compte tenu finalement de ces dérives, finalement l'ANC est un peu déboussolée justement à travers ces turpitudes de Zuma, est-ce que l'ANC va rester encore longtemps le parti dominant, Sabine? Oui, absolument. Comme on l'a vu dans tous les Il pays n'y a pas où il y a... d'alternative. Non, pour l'instant, Mais il y a non. quand même eu une scission Non. en 2009 Et de qui n'a rien- l'ANC. qui n'a rien donné. Les scissions n'ont jamais rien donné. Il faut remettre l'Afrique du Sud dans le contexte de l'histoire africaine, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un mouvement de libération nationale a procédé à une lutte armée pour sa libération, on l'a vu en Algérie, on l'a vu au Zimbabwe, on le voit en Angola, Mozambique. en Namibie. Il y a une légitimité historique du parti au pouvoir qui dure plus d'un Plusieurs demi-siècle. décennies quasiment. Ouais. Plus d'un demi-siècle, c'est presque mathématique. Mais par contre, en Afrique du Sud, toute l'opposition se joue au sein de l'ANC. D'accord. Donc la désolidarisation des principaux syndicats noirs qui essayent de fonder un parti de travailleurs, c'est déjà un signe inquiétant. Mais toutes les dissidences pour l'instant qu'on a vues se faire de l'ANC n'ont rien donné parce qu'il y a cette philosophie en Afrique du Sud qui reste très forte. Il ne faut pas oublier que l'apartheid, c'était encore il y a 20 ans. Et tous les tenants de l'ANC disent que les dissidents sont des traîtres et des sell-outs. Et comme ils viennent d'une culture et d'une longue histoire de lutte où il y a eu évidemment des trahisons, des espions, Bien etc., sûr. cette carte, elle est facile à jouer et elle marche. D'accord. Ok, c'est un levier. Oui. Mais je veux dire que si les prochaines élections, il va y avoir des élections, je crois, municipales, locales prochainement, et si l'ANC, par exemple, recule, voilà, est en perte de vitesse, je pense que ça sera l'occasion de faire partir... Et puis, il faut tenir compte aussi de toute la jeunesse sud-africaine aujourd'hui qui estime que les dirigeants de l'ANC, depuis le départ de Mandela, n'ont pas répondu à leurs attentes. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les turpitudes. Zuma
est confronté à une Il y Afrique a du aussi Sud la en panne population. économiquement, Oui. il y a le chômage exponentiel, il y a ces accès de fièvre xénophobes qu'on a connus, Denise, dans certains quartiers, notamment dans la région du Natal. Absolument. Et puis, Mais Oui, Sabine, il faudrait peut-être revenir sur l'histoire de la dégringolade du Rand. 30 secondes. Oui. C'est parce que Omar el-Béchir n'a pas pu atterrir en Afrique du Sud, ou c'est pour plaire à Omar el-Béchir, disons, que Jacob Zuma a voulu instaurer une ligne de la South African Airways entre Johannesburg et Khartoum. Le ministre des Finances a dit non, ça va coûter trop cher, c'est les finances publiques, c'est une compagnie publique. il a été viré. Il a été Il a limogé. été viré. Le Rand a perdu 10% de sa valeur Voilà. du jour au Il a lendemain. fallu renommer un autre ministre. Il a duré 5 jours. Voilà. Le Rand a encore chuté. Et maintenant, c'est juste pour plaire à un dictateur africain. Tous les Sud-Africains payent. Gouvernance très brouillonne de Jacob Zuma. C'est la fin de cette émission. Merci Denise Epoté, merci Sabine Sessou, merci Valentin Audenou, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition reste disponible sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité.